différents. Donc, je passe tout de suite la parole, on va prendre l'ordre du programme, à Bernard Hilot, qui est chargé de mission donc, au Centre d'études et de recherche sur les qualifications et qui a été aussi, pendant un bon bout de temps, directeur de l'Observatoire régional des métiers de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bernard. Merci Eric. Donc, je vais à la question la relation formation-emploi est-elle aussi introuvable à l'échelon local? Je répondrai oui. Et je dirais en même temps que ce n'est pas une raison pour se décourager de la rechercher. On finira bien par la trouver. Peut-être si je peux avoir à l'écran. Voilà. Donc on va passer. Voilà. Donc en fait, pourquoi est-ce que je dis la relation formation-emploi est aussi introuvable à l'échelon territorial, régional ou local? Je vais essayer de montrer que on pourrait considérer que le territoire, on considère souvent que le territoire est structurant en quelque sorte des compétences des individus et d'un certain point de vue, beaucoup d'études, beaucoup d'arguments montrent que les caractéristiques territoriales vont par exemple surdéterminer les conditions d'insertion des jeunes. Et d'un autre côté, on pourrait dire oui, mais les compétences, c'est elles qui produisent le territoire. Compétences des entreprises, richesse des entreprises, compétences des acteurs publics et plus largement compétences des individus. Alors, est-ce que c'est le territoire qui structure les compétences? Est-ce que ce sont les compétences des personnes qui vivent sur ce territoire qui le façonnent au fur et à mesure de la succession des générations? Bien, je pense qu'il n'y a pas vraiment de solution, qu'il faut accepter cette tension entre surdétermination des comportements individuels d'un côté, créativité des personnes sur leur environnement de l'autre, et que c'est dans cette tension entre surdétermination et créativité qu'il faut peut-être réfléchir à la dynamique des territoires. Alors, première partie, c'est un petit peu la question de comment les territoires structurent les conduites, les comportements, les compétences. Et je dirais que on traite à ce moment-là du territoire comme un contexte, comme à travers ses effets de contexte sur la relation formation-emploi. Alors, sur le territoire comme contexte de formation et d'insertion de l'individu, alors le fond de référence que j'utilise pour développer cet exposé, c'est je dirais le domaine des recherches qui sont conduites sur les questions territoriales au CEREQ, au Centre d'études et de recherche sur les qualifications, dans les laboratoires qui gravitent, les laboratoires de recherche qui gravitent autour de ces questions de formation et d'emploi, qui sont en partenariat avec le CEREQ, et puis aussi un certain nombre de travaux conduits dans les observatoires régionaux emploi-formation. Alors, le territoire comme contexte de formation et d'insertion de l'individu, eh bien, tout d'abord, ça part de l'idée que l'offre même de formation qui est faite aux jeunes est très inégale d'un territoire à l'autre, et en particulier, des études ont montré que en territoire rural, par exemple, et en territoire urbain par ailleurs, l'accès à l'offre de formation est tout à fait inégal, tout à fait différent, beaucoup plus riche dans les grandes métropoles urbaines, très limité dans les milieux ruraux les plus éloignés, les plus enclavés, et que, en quelque sorte, il y a cette inégale répartition de l'offre. On peut la coupler avec la manière dont les parcours des personnes, les parcours scolaires des jeunes,
c'est-à-dire les spécialités qu'ils choisissent, leur niveau de sortie de l'appareil éducatif, eh bien, ces parcours scolaires étant très inégaux, en même temps, les conditions dans lesquelles les personnes vont s'insérer socialement sont aussi elles-mêmes très inégales parce qu'on observe une corrélation entre la manière dont on construit son parcours scolaire et ensuite la manière dont on s'insère sur le marché du travail. Alors, face à ces déterminations qui sont liées à la hiérarchie urbaine, rural, urbain, grande ville, ville moyenne, etc., qui sont liées aux équilibres sectoriels, régions ou territoires très industriels, à forte proportion d'ouvriers, ou bien territoires qui sont très tertiaires, très touristiques, etc., il y a évidemment une sorte de configuration de l'offre locale de formation qui est très différente d'un territoire à l'autre. Et par exemple, des analyses typologiques ont montré qu'il y a un certain nombre de familles de territoires. Hein, on en compte entre 6 et 10 selon les méthodes d'analyse. Mais il y a des familles de territoires, des familles de zones d'emploi qui se prêtent à des configurations particulières de l'offre de formation et qui se prêtent à des conditions particulières d'insertion des jeunes. Alors face à ça, on observe que quelque part, l'individu en même temps peut s'en dégager de ces conditionnements territoriaux, notamment par les comportements de mobilité, hein, des jeunes qui vont faire l'effort de quitter le lieu de résidence de la famille pour aller en internat ou pour aller en ville universitaire, etc. Cette détermination du tissu local est bien sûr, face à cette détermination du tissu local, il y a des marges de manœuvre du côté des individus et on observe d'une part que chez les garçons et les filles, les comportements migratoires ne sont pas les mêmes. Paradoxalement, pendant la période scolaire, les filles sont plus mobiles que les garçons pour aller chercher des formations en dehors de leur zone d'emploi, alors qu'ensuite, au niveau du travail, quand les femmes sont installées familialement, etc., c'est le contraire, c'est-à-dire qu'elles sont plus captives pour des raisons que je n'évoquerai pas ici, mais qui sont au moins des raisons familiales et de proximité avec les enfants et les structures d'éducation, etc. Les femmes sont moins mobiles ensuite, et c'est les hommes qui vont se déplacer hors de la zone d'emploi. Alors, cet effet du territoire, il se voit aussi sur les comportements d'orientation des jeunes. Par exemple, sur une étude que nos collègues de Bordeaux, Thierry Berthet et son équipe, ont réalisée en Dordogne sur les mécanismes d'orientation locaux, eh bien, on voit que quand on est dans un milieu rural assez éloigné des grands pôles urbains, la question des jeunes, de l'orientation des jeunes, c'est moins souvent de choisir telle ou telle filière, mais plutôt de savoir s'ils partent ou s'ils restent. Et donc, ils sont captifs, en quelque sorte, pour un certain nombre d'entre eux, des filières de l'offre de formation de proximité. Alors, la détermination du territoire sur les comportements individuels ne se pose pas de la même façon pour les garçons et pour les filles, et je l'ai dit, il ne se pose pas non plus de la même façon pour les individus qui vont pouvoir continuer des études. Et on sait que les jeunes qui sortent, par exemple, de l'enseignement supérieur ont des aires de dispersion géographique, ça se mesure statistiquement, beaucoup plus larges que les jeunes qui vont sortir au niveau 5 de formation, hein, au niveau du CAP, BEP, ou même que du bac pro au niveau 4, et que là aussi, un certain nombre de facteurs font que des jeunes qui sont plus hautement formés sont plus largement mobiles, c'est bien connu. Et puis ce qui est bien connu aussi, c'est que la région parisienne draine en quelque sorte dans un espace de tout le centre de la France, mais qui fait à peu près la moitié du territoire français, draine en quelque sorte les flux de mobilité au-delà de l'école
notamment chez les jeunes qui sont titulaires de l'enseignement supérieur. En ce qui concerne le rôle des entreprises, là encore, on va voir que le territoire a à la fois un effet structurant, mais qu'il peut y avoir une logique d'acteur des entreprises qui va être spécifique, et que le caractère structurant des territoires existe, mais qu'il a aussi ses limites. Alors, notamment, si vous voulez, on a tendance à raisonner en général en besoin de compétences, en besoin de qualification du tissu économique. Eh bien, ce mode de réflexion n'est pas suffisant, parce qu'à besoin équivalent, entre guillemets, à condition qu'on puisse mesurer ce que sont vraiment des besoins en qualification, mais à besoin équivalent, on voit que les pratiques de gestion des ressources humaines par les entreprises peuvent être extrêmement différentes, et avec des politiques qui peuvent mettre l'accent sur le recours à une main-d'œuvre locale, ou au contraire le recours à une main-d'œuvre très spécialisée, très éloignée, hein, comme par exemple dans les grandes institutions financières où on recrute dans toute l'Europe, ou les grands établissements industriels qui ont besoin d'ingénieurs spécialisés, etc. Donc du côté des grandes entreprises, on sait bien qu'il y a des besoins en haute qualification et que les pratiques de recours au marché du travail sont souvent sur un espace suprarégional, voire international. Alors on pourrait, je ne sais pas ici le temps ni le lieu, de développer toutes un petit peu une typologie des pratiques d'entreprise de ce point de vue, mais j'ai pris comme exemple au niveau des très petites entreprises, montrer que la petite entreprise, on la voit souvent au filtre de l'entreprise artisanale, et c'est vrai que la petite entreprise traditionnelle va jouer sur ses réseaux de voisinage, va jouer sur le recours au mode de formation par l'apprentissage. Hein, je pense au bâtiment, je pense à l'alimentation, à l'artisanat. On est là sur un recrutement de proximité avec une socialisation interne à l'entreprise très, très souvent. Mais des collègues chercheurs de notre centre associé de Montpellier montrent qu'en réalité, dans une région comme le Languedoc-Roussillon, où il y a un tissu extrêmement riche et varié de petites entreprises, la petite entreprise traditionnelle laisse de plus en plus de place à deux formules qu'ils ont identifiées, qui est la petite entreprise managériale qui va se caler sur des réseaux de sous-traitance, des réseaux de franchise, et qui va avoir des comportements de main-d'œuvre un peu analogues à la grande entreprise avec laquelle elle est reliée en tant que donneur d'ordre, ou avec des partenaires qui sont qui sont de même niveau de sous-traitance ou de franchise ou d'autres modalités de travail en réseau. Donc on va se trouver avec des petites entreprises qui ont un système de gestion beaucoup moins personnalisé, plus formalisé, plus instrumenté des qualifications. Et la petite entreprise néolibérale qu'on va trouver dans des secteurs beaucoup plus, des secteurs culturels, des secteurs de services aux entreprises, qui, elle, va jouer sur un réseau d'intervenants, entre guillemets, c'est-à-dire elle jouera moins sur ses salariés en interne que sur le recours à des spécialistes qui fonctionnent un petit peu en libéral. Et on a là un troisième type qui tend à se développer de plus en plus. Et puis enfin, on peut avoir dans des secteurs très spécialisés, je pense à la Mécanique Vallée par exemple, à Figeac, ou à Oyonnax dans la plasturgie, on peut avoir des entreprises qui au niveau local, travaillant sur le même secteur d'activité, vont se retrouver ensemble pour développer leurs pratiques de gestion de main-d'œuvre. Alors je vais accélérer un petit peu le train parce qu'il me reste qu'une ou 2 minutes pour terminer. On va avoir avec les acteurs publics, là aussi, des phénomènes de détermination territoriale de la manière dont l'action publique se construit. On raisonne de plus en plus
aujourd'hui dans ce qu'on appelle la gouvernance multiniveau des politiques d'emploi et des politiques de formation. Et vous savez qu'au niveau européen, par exemple, on s'est beaucoup intéressé à l'enseignement supérieur et à la structure LMD des diplômes, qu'au niveau national, on raisonne beaucoup sur les diplômes nationaux à travers les commissions professionnelles consultatives, et qu'au niveau régional en France maintenant, ce sont les conseils régionaux et les partenaires de l'État en région qui ont en charge la construction de la carte locale de formation. Donc on a un schéma un petit peu multiniveau, un petit peu standard comme ça, mais on voit que selon les secteurs d'intervention de l'action publique, les choses peuvent être extrêmement variables d'un secteur à l'autre. Et par exemple, dans l'orientation, dans le cas de l'orientation des jeunes, on s'aperçoit que le niveau local, de construction locale des services d'orientation, le local est très important, notamment parce que l'orientation est construite sur une animation non hiérarchique des services, et qu'au niveau de l'établissement, le conseiller psychologue, le professeur principal, le chef d'établissement, la famille, les voisins, tout ça joue énormément sur les choix d'orientation. Les dynamiques d'acteurs à l'œuvre sur... donc là, j'étais sur comment un petit peu le territoire structure les comportements des acteurs, des entreprises et des individus. Et maintenant, j'essaie de remonter dans l'autre sens. Qu'est-ce qui émerge dans une approche un petit peu de remontée des initiatives et des compétences? Qu'est-ce qui émerge des territoires? Eh bien, tout d'abord, on voit que une étude faite sur le Briançonnais par des collègues de l'Observatoire régional des métiers, Olivier Liarouzos, ici présent, il y a beaucoup contribué, montre que les individus, quand ils font leur choix professionnel, ils concilient un projet de vie avec un projet professionnel, et que l'attractivité des territoires, la manière dont on reste dans un territoire, dont on construit sa vie dans un territoire, va déboucher parfois sur des choix de pluriactivité, sur des choix d'accepter la saisonnalité du travail dans un territoire attractif comme des territoires de montagne pour un certain nombre de personnes et de ménages. On peut montrer que pour les entreprises, à la fois les acteurs locaux ont développé un certain nombre d'activités, et je vais en terminer là. Et pour les acteurs publics, là aussi, l'action des municipalités, l'action des personnalités qui ont un rôle à la fois local et national, vont jouer très fortement sur les inflexions économiques et sociales du territoire. Dernière diapositive. Donc, la dynamique sociodémographique du changement, je voudrais simplement terminer par cette réflexion. On a l'habitude de faire de la prospective territoriale en s'intéressant à la prospective économique du territoire. Et je voudrais dire que si les compétences d'une population ont un effet, quel qu'il soit, sur le devenir de son territoire, eh bien, à côté de la prospective économique, il faudrait faire une prospective démographique et culturelle de la population, parce que la demande sociale, et là je parlerai pour finir de la double fonction d'offre de l'appareil de formation. L'appareil de formation professionnelle est censé produire des compétences pour les métiers, pour les besoins des entreprises, et on ne voit que cet aspect-là, et on raisonne prospective économique, et c'est une grave erreur, parce que l'adaptation de l'appareil de formation au tissu économique ne se passe qu'à travers les comportements de demande sociale des jeunes et des familles. Vous connaissez tous l'exemple du BTP, qui est un secteur qui crée beaucoup d'emplois, qui emploie beaucoup de monde, et où la concurrence est faible parce que peu de jeunes veulent aller dans ce secteur-là. Au niveau des territoires, c'est un peu le même problème, et je dirais que la fonction d'offre de l'appareil éducatif et de l'appareil de formation par rapport à la demande sociale des jeunes joue de façon capitale dans la dynamique de développement des territoires, et qu'on n'a pas assez intégré dans les schémas de prospective, et ça sera ma dernière conclusion, on n'a pas assez inséré dans les schémas de prospective la dynamique d'évolution et de socialisation
des populations territoriales. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense que tu auras l'occasion dans la discussion de revenir sur certains points que tu n'as pas eu tout à fait le temps de développer.